Tripartite historique et tant attendu en vue d'un accord de paix Russie-Ukraine, au cœur donc des contradictions, réticences, pessimisme de plusieurs pays européens qui souhaitent participer et qui y voient un piège de la part de la Russie. Le président français, sans langue de bois, a déclaré que la Russie ne veut pas la paix. Il décrit ainsi le président Poutine de prédateur, d'ogre à nos portes, qui a besoin de continuer de manger pour sa propre survie. Il a ici appeler les Européens à ne pas être naïfs face à la Russie qui sera durablement une puissance de déstabilisation, une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. Des déclarations donc faites à l'issue de la rencontre à Washington entre le président Trump et plusieurs dirigeants européens. Discussion difficile sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Cette rencontre soulève donc plus de questions, il faut le marteler, que de réponses. Quelles réelles implications géostratégiques de ce sommet tripartite? Quelle garantie de sécurité pour Kiev? Que dire du sujet d'éventuelles concessions territoriales? Quel signal fort au continent africain et quelles sont même les répercussions pour l'Afrique? Accord impossible ou alors tournant historique? Sommet de tous les risques? Paix ou illusion? Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. C'est toujours une joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver pour un autre rendez-vous du savoir. Ce soir, nous sommes face à l'actualité et nous avons donc le plaisir de recevoir dans le cadre de ce programme où nous allons décrypter de bout en bout ce sommet tripartite tant attendu et pour certains historique, avec un panel assez chargé des experts de haut vol. Monsieur Serge Petit-Desmanches, il est homme politique et président fondateur de Renaissance française. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Serge. Bonsoir, Madame Capen. Un plaisir de vous retrouver sur nos antennes. Plaisir partagé. D'accord, super. Alors, nous avons un autre intervenant, et pas des moindres, professeur Achille Ekeu, que vous connaissez très bien, chers téléspectateurs. Il est banquier, expert en haute finance, écrivain, panafricaniste, le CEO de la banque d'investissement des Washington Valuation Group, du côté de Washington aux États-Unis. Un honneur une fois de plus de vous recevoir, professeur. Avec beaucoup de plaisir après, n'est-ce pas, des mois d'absence, n'est-ce pas? Alors, écoutez, je suis ravi d'être des vôtres ce soir. Le débat sur ce qui se passe avec l'Ukraine et notamment ici à Washington où je réside est très intéressant, je pense, et nous aurons l'occasion de partager nos points de vue à l'occasion de cette discussion. Merci pour l'invitation et bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation, professeur Achille Ekeu. Monsieur Gamal Abinan, merci infiniment d'être là. Vous êtes internationaliste. Bonsoir, merci pour l'invitation de nouveau et puis bonsoir à tout le monde sur le plateau, ainsi que les téléspectateurs. Merci, merci une fois de plus. Monsieur Akram Karif, il est journaliste et spécialiste des questions sécuritaires. Bonsoir et bienvenue. Merci à vous pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. D'accord. Alors, je reste avec vous, monsieur Akram Karif. Vous suivez de très près cette actualité après moult tentatives de négociations pour une paix robuste, une paix durable entre la Russie et l'Ukraine. Les présidents russes et ukrainiens ont donc eu des échanges houleux avec le président américain Donald Trump. Pour certains, c'est une tentative, c'est une démarche qui ne sied pas avec certaines réalités. Il y a des problèmes de fond à régler, comme cette question des concessions territoriales. En fin de compte, quel est votre regard même sur cette démarche entreprise en vue, pas seulement d'un cessez-le-feu, mais véritablement d'un accord de paix? Une petite coupure lors de votre question, mais j'ai cru comprendre son sens. Effectivement, on a deux camps dans tout ce processus-là. Nous avons un camp qui est pour trouver un accord de paix définitif, régler le problème. Parmi les personnes engagées dans ce processus-là, on a le président américain Donald Trump qui le fait dans un cadre global d'intérêt personnel pour le prix Nobel de la paix. Il est sur un parcours
de winner en termes de relations internationales, comme il le décrit lui-même. Et c'est aujourd'hui un objectif totalement avoué, endossé, assumé par le président Trump, que d'obtenir ce prix Nobel. Néanmoins, je pense que le président Trump a suffisamment d'esprit pour comprendre qu'un impossible est tenu. Et donc, je pense que pour cela, il est en train de faire un all-in, il est en train de miser tout sur la table afin d'obtenir cette paix. S'il ne l'obtient pas, il aura tout fait pour cette chose-là. Nous avons le président Poutine qui, lui, disons, est intéressé par une solution définitive. Je pense que la Russie aujourd'hui est gagnante sur le terrain. Le président russe sait que dans les 18 prochains mois, nous allons assister, sauf miracle, à un effondrement total de l'armée ukrainienne et probablement à l'achèvement des buts de guerre tracés par la Russie. L'équation dans laquelle se trouve aujourd'hui Vladimir Poutine est celle-là. Est-ce que cela vaut le coup de perdre encore quelques milliers de soldats ou peut-on obtenir tout de suite cette paix-là contre une solution acceptable, même si peut-être moralement, sur le plan médiatique, elle ne le sera pas totalement pour la Russie. Et nous avons le président Zelensky qui, lui, est fortement intéressé par cette solution-là, même s'il ne l'avoue pas sous la pression des autres leaders européens qui, eux, sont plutôt pour faire durer les choses, pour créer une sorte d'abcès de fixation pour la Russie en Ukraine. Le cessez-le-feu, la notion de cessez-le-feu est très très importante pour l'Union européenne parce qu'elle est dans une croyance ferme depuis 3 années qui est celle de dire que en multipliant les livraisons d'armes, en envoyant des troupes, des mercenaires, etc., il y a moyen de créer un abcès de fixation pour la Russie et de de faire s'écrouler la Russie avec le temps à travers une guerre d'attrition. Je pense que le pari est déjà perdu par les Européens. Il a été perdu depuis un peu plus d'une année avec l'épuisement quasi total des munitions de l'OTAN contre une disponibilité de l'appareil de production militaire russe et allié des Russes. Je pense que l'Union européenne aujourd'hui, les dirigeants européens sont dans un parcours de suicide collectif pour sauver la face. Je vais juste ajouter nous remettre dans un contexte historique qui est un petit peu similaire à celui-là, celui de la guerre finno-soviétique, dans laquelle, à la fin, même si l'histoire que l'on nous vend dans les médias, que l'on nous vend dans les livres d'histoire occidentaux et que l'Union soviétique a été humiliée et triée en Finlande, la Finlande a perdu énormément de territoire. La Russie en a gagné. Et au final, la Finlande est restée plus de 70 ans sous quasi-domination russe ou poussée à la neutralité forcée. Et donc, c'est un scénario sur lequel le président Zelensky devrait réfléchir parce que une victoire à l'appui russe n'est peut-être pas la meilleure chose pour le peuple ukrainien. Merci pour cette première intervention, Monsieur Akram Karif. Monsieur Gamal Abina, alors nous savons très bien qu'avant cette rencontre entre le président français, entre le président américain et le président français et les autres dirigeants européens, il y a eu cette première rencontre d'abord entre la coalition des volontaires, si on peut le dire ainsi. Et par la suite, il y a eu cette sortie ou alors ces différentes déclarations faites par le président Macron. Je vais revenir sur quelques déclarations. Il n'y a qu'un agresseur, la Russie. La Russie ne veut pas la paix et il souligne encore que les accords sur la réduction ou alors l'absence de l'armée ukrainienne sont voués donc à ne pas être respectés. Il s'agit des déclarations qui ont été faites au sorti de cette réunion avec certains dirigeants européens à l'endroit de certains de nos confrères français. Alors, aujourd'hui,
si demain on arrive à un accord de paix après ce sommet tripartite, quel est véritablement l'enjeu pour l'Europe de rester dans ce statu quo, alors dans ces frictions ou cette guerre entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce que l'Europe gagnerait vraiment à avoir une entente entre la Russie et l'Ukraine? Oui, il y a un intérêt économique évident, mais l'Europe, c'est pas l'Europe, c'est von der Leyen, Macron et deux, trois excités dirigeants européens. L'immense majorité des Européens en ont assez de cette guerre inutile. Elle aurait pu être évitée. On sait que les accords de Minsk n'étaient pas respectés. On sait que depuis 2005, il y avait des tensions. On sait que les Russes étaient prêts à rentrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne. Donc on sait que tout un tas de rendez-vous ont été ratés. Mais lorsqu'on entend M. Macron qui est toujours en guerre, un coup c'est le Covid, un coup c'est contre l'austérité, un coup c'est contre la Russie. Enfin bon, il est en guerre du matin au soir, mais en réalité, il ne se rend même pas compte de ce qu'il dit. Cette guerre était impossible à gagner pour les Ukrainiens, même avec le soutien occidental. Parce que les rapports de force sont ce qu'ils sont. Les Russes sont à domicile, que la moitié de l'Ukraine est pro-russe, que la population lui est favorable, pour celle qui est la partie du Donbass, qu'il n'y a pas eu de résistance quand les Russes sont rentrés, à part les Ukrainiens de l'Ouest, mais bon, ça ne donne pas grand-chose. Que l'Occident a soutenu, enfin l'Europe occidentale a soutenu des anciens bandéristes, des anciens néo-nazis ou des nazis assumés. Donc c'était pas vraiment le camp du bien, on peut dire. Et que cette guerre inutile a tué 300 000 personnes au bas mot, sans parler de la destruction massive, sans parler d'une économie qui est complètement atomisée, sans parler d'un endettement abyssal de l'Ukraine vis-à-vis de l'Occident, parce que toutes les armes n'ont pas été données mais vendues, et sans parler effectivement du traumatisme de l'Ukraine par rapport à ce qui était ce pays, qui a été créé une première fois en 1917, qui a été recréé en 91, mais qui a toujours été un pays qui était très disputé par les Polonais d'un côté, les Magyars, les Hongrois, enfin tout un tas de pays comme ça qui voulaient une partition de l'Ukraine. Donc l'Europe ne parle pas d'une seule voix, on le sait toujours, on l'a toujours su. Il n'y a pas d'Europe politique, il n'y a qu'une Europe économique et encore. Et l'Europe n'a pas les mêmes intérêts en fonction du fait qu'on soit allemand, dépendant donc du gaz russe, ou français, beaucoup moins dépendant puisque le nucléaire est la principale source d'énergie. Et donc que M. Macron joue un petit peu les fiers à bras par rapport à la Russie, bon, c'est très particulier. Il a un contentieux personnel. Moi, j'ai travaillé pour RT France, donc je sais que M. Macron a toujours détesté l'expression russe médiatique en France qui était RT. C'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour la fermer. Mais au-delà de ça, M. Macron aime jouer à se faire peur. En vérité, le conflit ukrainien est en passe d'être fini, réglé, parce que l'Amérique n'est plus de la partie, parce que Trump, effectivement, c'était dit tout à l'heure, veut un prix Nobel de la paix. Il bataille pour ça. On a vu ce qui s'est passé en RDC. On voit ce qu'il est en train de faire avec la Palestine où il essaie de trouver des solutions, des terrains d'entente. On voit ce qu'il fait. Les missiles européens, c'est une semaine, pas plus. Donc il faut être un peu sérieux là-dessus. Maintenant, M. Macron va toujours dans l'outrance parce qu'il est frustré, parce qu'il le vit très mal, cette humiliation de voir que les Américains de Trump ont lâché. Biden le soutenait, mais de ces massacres à grande échelle. On se souvient aussi effectivement de l'Holodomor quand l'Ukraine a été affamée littéralement par les soviets. Mais quoi qu'il en soit, on se souvient de la Seconde Guerre mondiale en Russie. Et ça ne passe pas. Donc il faut vraiment se mettre dans la logique que le conflit était gagné largement par les Russes, que le rapport de force est considérablement favorable aux Russes, qu'ensuite l'Occident a aidé, mais en réalité il n'a pas tant aidé que ça. Ils y allaient quand même doucement, parce que quand on voit que les Français envoyaient des chars AMX, qui sont des chars qui étaient destinés à la destruction, qui n'étaient pas les chars opérationnels, on se rend bien compte que c'est pour faire les bonnes affaires. Les avions sont quasiment jamais arrivés, les chars allemands quasiment pas. Donc la vérité, aujourd'hui, c'est que le conflit est gagné par les Russes, que les Américains s'en satisfont très bien, parce que ça les arrange d'avoir les Russes de leur côté, et que les Européens, qui n'existent pas politiquement, viennent de démontrer encore une fois que non seulement ils sont faibles politiquement, mais qu'en plus ils sont faibles militairement, parce qu'ils dépendent réellement du parapluie américain, du parapluie militaire américain. Donc aujourd'hui, je ne fais pas guère d'illusions sur l'issue du conflit, c'est déjà acté, c'est déjà verrouillé. Quel que soit ce que diront les Européens, ça ne changera rien à l'issue de la bataille, c'est les Américains et les Russes qui mettront un terme à la guerre. Merci pour votre intervention, professeur Achille. Et comment véritablement expliquer ce pessimisme ou alors cette réticence de la part de certains dirigeants européens face à la démarche entreprise par le président russe de changer la donne et surtout de voir son pays ainsi que l'Ukraine dans un climat d'entente? Ben, écoutez, le pessimisme des Européens, c'est parce qu'ils pensent toujours qu'ils ont le monde à leurs pieds, n'est-ce pas? C'est une position très réconfortante pour des colonisateurs, des gens qui ne comprennent pas que le monde change, que le monde a changé et que le monde changera toujours.
en dépit, n'est-ce pas, de tous les efforts qu'ils mettront en œuvre pour éviter que cela ne leur soit défavorable. Je pense que les rapports aujourd'hui montrent à tout point de vue, sur le plan politique, sur le plan militaire et sur le plan économique d'ailleurs, que, n'est-ce pas, la zone euro, enfin, les pays du G7, n'est-ce pas, ont déjà été devancés sur tous ces aspects-là, n'est-ce pas, par les pays du Sud, les pays du Grand Sud, n'est-ce pas, les BRICS avec les pays du Grand Sud. Et donc, véritablement, ce sont des soubresauts, n'est-ce pas, d'un empire qui est en train d'aller dormir doucement et qui fait des pieds et des mains pour survivre. Je pense que la guerre en Ukraine a mis en exergue, n'est-ce pas, les failles, ou alors, comment dire ça, la situation déclinante, n'est-ce pas, de l'Europe et des États-Unis aujourd'hui, n'est-ce pas, avec toutes les stratégies qu'ils ont mises en œuvre pour, n'est-ce pas, dominer le monde pendant des siècles et qui aujourd'hui s'avèrent inefficaces. De façon lamentable, ils ont tout essayé, n'est-ce pas, et véritablement, ils sont dépassés et ils n'arrivent pas à se repositionner dans ce monde, dans ce nouveau monde, d'où, n'est-ce pas, tout ce qu'on observe aujourd'hui, des décisions alambiquées, n'est-ce pas, des leaders qui avancent et qui reculent tout le temps, comme on avait M. Macron, qui avance tout le temps et qui recule. Tous ces pays-là sont dépassés sur le plan économique, sur le plan financier, même d'ailleurs, parce que les pays du BRICS ou le Grand Sud est en train de mettre sur pied ces institutions à eux, leurs institutions qui vont donc ne plus dépendre des institutions de Bretton Woods. Et ceci est un problème majeur parce que il faut bien qu'on se le dise, toute cette guerre, tout ce conflit, c'est toujours, à la fin, il s'agit, n'est-ce pas, de l'influence financière, de l'influence de la haute finance, de la grande finance sur les affaires du monde, le contrôle mondial de la finance. Et lorsque des pays en Afrique commencent à s'échapper, comme les pays de l'AES et plusieurs autres pays, n'est-ce pas, échapper au contrôle de cette finance internationale-là, soutenue par des pays comme la Russie. Parce qu'il faut voir que les Européens et tous ces gens ne veulent pas que la guerre finisse, pas parce qu'ils aiment beaucoup l'Ukraine. Non, ce n'est pas le souci, là. Le souci n'est pas véritablement parce qu'ils aiment l'Ukraine ou bien que l'Ukraine est un espace important stratégiquement pour eux. Non, il s'agit ici de maintenir la Russie dans un état de guerre permanent, ainsi donc ruiner son économie petit à petit, et éventuellement récolter les subsides de cette ruine, d'où les efforts que font tous ces leaders européens, notamment avec le président Trump, qui, n'est-ce pas, qui menace tous les pays des BRICS de tarifs. S'ils achètent du pétrole russe, s'ils font ceci, s'ils font cela, avec la Chine, avec tous ces grands pays-là, l'Inde également, le Brésil. Donc, véritablement, il s'agit ici d'efforts pour contrôler, n'est-ce pas, les flux financiers, pour contrôler l'économie mondiale et pour contrôler, n'est-ce pas, le narratif même d'ailleurs sur le plan, n'est-ce pas, de la communication. Mais tout ceci s'avère vain et je veux dire, le mérite de Trump, hein, malgré tout, c'est de reconnaître que cette guerre est perdue et que s'il y avait des ambitions, s'il y avait des plans cachés, ourdis par ce qu'on appelle le deep state, n'est-ce pas, comme on le dit régulièrement, eh bien, ils doivent se rendre compte qu'effectivement, ils sont dépassés sur tous les plans, sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan militaire, c'est pire. Voyez-vous, et sur le plan politique, le monde entier ne veut plus entendre parler n'est-ce pas, des Européens avec toutes les guerres. Donc, honnêtement, le mérite qu'il a, c'est de reconnaître les faits et d'essayer de voir comment mettre une fin à cela, parce que si ce conflit on ne met pas fin à ce conflit, notamment, n'est-ce pas, l'Ukraine va perdre plus de territoire qu'il n'en perd aujourd'hui. Et je pense que ces réalités-là a été mis, n'est-ce pas, face aux dirigeants européens et à Zelensky, n'est-ce pas, lors du sommet ici à Washington, dans le bureau Oval et à la Maison Blanche. Et ils se sont donc rendus compte qu'effectivement, il n'est plus question de parler de cesser le feu, il n'est plus question de penser que l'Ukraine va maintenir tous ses territoires, quelle que soit la situation
Non, je pense que les carottes sont cuites. Tout le monde arrive péniblement à accepter la réalité. Et voilà, donc vraisemblablement, on s'achemine vers une partition de l'Ukraine et une domination complète de la Russie, n'est-ce pas, sur cette partie, n'est-ce pas, du monde. Merci, professeur, pour ces premiers jets d'intervention. Monsieur Serge Petit-Desmanges, quelle implication donc géostratégique de ce sommet tripartite qui s'annonce à grands pas? Est-ce que ça vous ennuie, Madame Capen, de répéter la question parce que je vous entends assez mal? Merci. Vous me recevez maintenant? Voilà, je vous reçois, oui, oui. Ok, super. Alors, selon vous, quelles sont les implications géostratégiques? On commence d'abord sur le plan géostratégique. Quelles sont donc réellement ces implications de ce sommet tripartite tant attendu et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, si on peut le dire ainsi? Alors, ce que je viens d'entendre, d'accord, je suis complètement d'accord avec ces trois personnes-là, avec trois présentations différentes, mais il y a une concordance évidente. L'Ukraine a perdu, c'est clair, mais je voudrais, parce que là, on rentre sur le côté pointu, parler de la situation juridique de la France, où tout dépend justement du point de vue juridique de la France. Il faut savoir que la France, vous allez très certainement être étonnés, comme beaucoup de mes contemporains l'ont été, et notamment des docteurs en droit, des avocats, enfin bref, la France n'a jamais eu de 5e constitution le 4 octobre 1958. Alors, je vous en donne la raison, bien évidemment. Il ne suffit pas de le dire sans le prouver. En 1958, Charles de Gaulle, qui n'était plus général mais colonel, a été nommé président du Conseil Le 16 septembre 2023, le Mali, le Niger et le Burkina prenaient une décision historique en ratifiant la charte du Liptako-Gourma qui donnera naissance à l'Alliance des États du Sahel. L'objectif à la création, lutter efficacement contre le terrorisme au Sahel. Un an après, le président en exercice de cette organisation sous-régionale, le colonel Assimi Goïta, a affirmé lors de son discours à l'occasion de la célébration du premier anniversaire que nos forces de défense ont réussi à affaiblir de manière significative les groupes terroristes, apportant ainsi une stabilité accrue en nos États. Fin de citation. Le président de transition du Mali va aussi annoncer la création dans les jours à venir d'un passeport biométrique ainsi que la création d'une banque d'investissement et d'une chaîne d'information commune pour renforcer leur coopération. Quel bilan peut-on faire de ce premier anniversaire? Déjà un an d'existence et plusieurs perspectives en tout cas qui se profilent. Alors... Depuis de nombreuses années, le commerce et le développement du secteur privé constituent des solutions aux défis communs mondiaux. Malgré les perturbations géopolitiques et géoéconomiques et le lot de répercussions, des mécanismes de résilience ont été mis en place par les États africains pour relever la courbe. La Société internationale islamique de financement du commerce, membre du groupe de la Banque islamique de développement, s'est inscrite dans cette dynamique en fournissant aux États africains, organisations et banques régionales des financements et soutiens adaptés dans divers secteurs, notamment l'énergie, l'agriculture, la santé, la sécurité alimentaire, le commerce, pour ne citer que ceci. ITFC is a strong partner of the Republic of the Gambia, and they have financials to the tune of more than 250 million. The memorandum of understanding, the framework agreement we have signed with them for 250 million over the next 5 years has been very, very supportive into the useful sectors of energy in our economy. This is an institution which
support the vital supply of essential commodities such as oil and petroleum products to the country. And on the sidelines of this year's annual meeting, we have signed 2 agreements, one for 35 million for NAWEC and one for 20 million for the Gambia National Petroleum Corporation, totaling to 55 million. This is a significant level of financial support extended to the country, and we are very grateful to the management and staff of ITFC. We highlighted that Mozambique has a lot of potential, untapped potential in areas including agriculture, logistics, infrastructure, energy, and as well as human capital development. We agreed to, in the next few weeks, to sign a framework that will guide the cooperation between Mozambique and the institution. And we look forward as well to participate in the Arab-Africa Bridge. It's a sort of a program that aims to participate in the Arab-Africa Bridge. It's a sort of a program that aims to foster the private sector development. So we are keen to take advantage of the wide range of financing opportunities available, and we will be working to expedite the process. Soit formés, outillés pour pouvoir exporter dans le cadre de la ZLECAf, la zone de libre-échange. Il y a l'intégration régionale d'abord au niveau de l'UEMOA, au niveau de la CEDEAO. Aujourd'hui, c'est au niveau de l'Afrique tout entière. Nous avons formulé la demande d'adhésion de la République de Guinée pour être membre à part entière de ces 2 institutions qu'il préside, mais aussi nous avons passé en revue les projets qui sont financés déjà par ITFC. Et la ITFC a financé le projet Covid en République de Guinée d'un montant de 5 millions de dollars. Ils sont aussi là pour nous accompagner dans le cadre de la sécurité alimentaire. Les institutions financières régionales ont renforcé le partenariat en signant de nouvelles conventions avec la Société internationale islamique de financement du commerce à Jeddah, en Arabie Saoudite, lors des assemblées générales annuelles du groupe de la BID. Ce partenariat que nous venons de signer, qui a conclu à la signature d'une convention de 25 millions de dollars pour commencer. Mais permettez-moi aussi de vous rappeler qu'il nous avait accompagnés pour une ligne de 150 millions de dollars il y a de cela 5 ans. Et pour des raisons de Covid, la ligne n'a pas été consommée. La ligne que nous venons de signer va être utilisée pour accompagner les pays de la CEDEAO pour le financement du commerce. Mais au-delà de ça, on a aussi parlé comment ITFC, à travers la Arab Africa Trade Bridge Programme, mais aussi avec ICD, comment on pourrait, par exemple, construire des dry ports, mais utiliser ITFC comme véhicule de financement. Coris Bank avec le groupe de la BID, c'est un partenariat qui a commencé depuis de longues années aujourd'hui, et particulièrement avec sa filiale ITFC. Donc nous entretenons de bonnes relations en ce sens que nous bénéficions des lignes pour le trade, pour le financement de trade, et donc il nous permet effectivement à Coris Bank de pouvoir financer en fait les PME, les besoins d'importation de ces PME. De nombreux programmes dont lancés par l'ITFC en Afrique. À titre illustratif, un accord cadre de coopération signé en novembre 2019 de 1,5 milliard de dollars américains à destination des secteurs prioritaires au Sénégal. En ligne avec cet accord cadre, l'ITFC a approuvé le 7 décembre 2020 le renouvellement du financement de la campagne arachidière octroyée depuis plusieurs années dans le dit pays. Et en 2021, une révision du dit accord avec un taux de réalisation de 64% grâce à l'appui de l'ITFC dans le secteur de l'arachide et de l'énergie. En ce qui concerne le secteur cotonnier, un financement de 107 millions d'euros au Burkina Faso en 2017 et en 2021, la Sodécoton Cameroun décroche un financement important pour l'achat du coton-graine, les intrants agricoles et bien d'autres. Nous sommes en train, en ce moment-là, de négocier des financements. Certains sont acquis. Nous allons installer des capacités de transformation du coton et ça va nous permettre de libérer les énergies des producteurs pour faire dans les 500-600 000 tonnes de coton. Et ça, c'est dans une perspective de 3 ans. Ce partenariat, je vous le dis encore, c'est un partenariat gagnant-gagnant. C'est un partenariat qui nous aide beaucoup au Cameroun. Et les fonds
sont donnés de manière souple et ils sont suffisamment importants pour nous aider à élargir notre trésorerie qui était en difficulté depuis quelques années parce que nous avons traversé des difficultés dans le triennat 2014-2016. Les petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest bénéficient d'un accompagnement remarquable à travers le programme Race Africa SME. Avec un succès au Burkina Faso et au Sénégal, le programme est en train... Et évidemment du bois à n'en plus finir, des terres rares à n'en plus finir, de l'uranium, du pétrole, du gaz, du manganèse. Je ne peux même pas faire la liste tellement c'est incroyable. On a l'impression de faire un tableau, le fameux tableau de chimie. Voilà, donc tout ça pour dire que la Russie n'a pas besoin de cela. La Russie est immense, se suffit à elle-même. Elle l'a prouvé après le train de sanctions au 19e bientôt. Ça n'a pas donné grand-chose. Ça a un petit peu bousculé l'économie russe, mais ça n'a pas empêché d'être en croissance. Ce que la France rêverait d'avoir aujourd'hui, à 0,1%, compliqué. Donc il faut bien comprendre que de faire croire que les Russes voudraient s'étendre, comme les nazis l'ont fait en leur temps ou d'autres, c'est stupide. Les Russes ne sont pas, c'est un empire, de fait, mais ils ne sont pas impérialistes. C'est-à-dire que c'est pas un empire qui veut s'étendre. Il se suffit à lui-même, comme la Chine en son temps. Donc de faire croire que la Russie est un danger, c'est stupide. Les Russes voulaient intégrer l'OTAN, il faut s'en souvenir. C'est en 2007 que Poutine a commencé à prendre la mouche. Avant, il n'était pas rentré dans l'Union européenne, dans l'OTAN, enfin il était prêt à tout signer. Les Russes ne sont pas communistes aujourd'hui. C'est un système qui est très particulier, un peu mixte, entre un capitalisme maîtrisé et en même temps une forme de libéralisme très très léger, et en même temps un État fort qui garantit que toutes les richesses du pays, les richesses minières, énergétiques, reviennent à l'État. Ce qui est nécessaire à mon sens, on doit protéger les richesses d'un pays au profit de l'État et non pas au profit des privés. Ça, c'est mettre en danger les populations. On voit ce qui se passe aux États-Unis, c'est catastrophique. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc j'ai envie de dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, faire croire que la Russie est un danger, c'est un mythe. C'est pour alimenter une tension qui n'existe plus et pour justifier de 400 milliards, c'est ce qui a été proposé par Macron, de budget militaire record sur un pays qui a du mal à boucler ses fins de mois, rappelons-le quand même, parce qu'il va falloir l'emprunter l'argent. Et pour payer ces 400 milliards, on augmente les impôts sur les plus pauvres, pas les riches, on n'y touche pas. Donc simplement, et je ne suis pas communiste, je parle juste de choses économiques basiques pour savoir qu'il y a plus de pauvres que de riches, c'est pour ça qu'on tape sur les pauvres. Et donc simplement, oui, aujourd'hui on parle de sécurité, simplement pour justifier d'une offensive à l'Est, qui est complètement délirante, alors que le conflit ukrainien, une fois qu'il sera résolu, il n'y aura plus de problème du tout avec les Russes. Ils seront concentrés sur leur propre pays et ils seront largement satisfaits d'avoir obtenu la sécurité à leurs frontières. Donc si on parle de garantie de sécurité, c'est plutôt côté russe. Ils sont en train de cadenasser des roues, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité de débordement. Et la seule garantie que les Russes demandent aujourd'hui, c'est que l'Ukraine, que le Donbass leur revienne, ce qui est déjà acquis, mais surtout que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. Parce qu'ils ont mis un stop, ils ont laissé quand même une progression de l'OTAN jusqu'au pays de la mer Baltique. La Lettonie, l'Estonie, la Lituanie vont être dans l'OTAN, la Pologne est dans l'OTAN. Enfin vraiment, il y a une pression sur la Russie qui est impressionnante. L'Ukraine, n'oublions jamais que c'est le premier État russe qui a été fondé par des Russes, on a tendance à l'oublier. Et l'Ukraine, effectivement, il y a autant de différences entre Vladimir que Volodymyr. C'est une question d'accent en vérité. C'est le même peuple, c'est des Slaves, tous orthodoxes pour la plupart, même s'il y a un petit peu de catholiques à l'ouest plutôt. Mais de faire croire que ce sera un danger, non, c'est un mythe fabriqué. C'est pour ça que je dis simplement, aujourd'hui, pour justifier de budget délirant militaire, parce que l'Europe a besoin de se réarmer, apparemment ils ont des dangers aux frontières, eh bien on va utiliser l'ogre russe, l'ours russe, qui sortirait de sa tanière. C'est un mythe fabriqué de toutes pièces par un homme qui n'est pas très malin et qui, il faut le rappeler quand même, dans 2 ans, ne sera plus aux commandes de la France si tout se passe bien. Donc j'espère qu'à ce moment-là, ça ira beaucoup mieux. Mais je pense que De Gaulle, pour le coup, moi je suis pas fan de Gaulle non plus, mais il y a quand même des choses qui étaient intéressantes. Il rêvait d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural et il avait raison. C'est cette Europe qui compte. C'est pas l'Europe de la Méditerranée ou je sais pas quoi aux États-Unis. C'est pas une Europe, ça. Les États-Unis ne travaillent que pour eux-mêmes, vendent leurs armes et font de l'argent pour eux-mêmes et n'ont aucun intérêt à ce que l'Europe soit forte. Par contre, la Russie qui bosserait avec l'Europe, c'est autre chose. Énergie abondante, terres rares abondantes, développement économique qui est nécessaire pour la Russie et qui serait exponentiel pour les pays européens, ça a du sens. Et j'en veux pour preuve que l'Allemagne, qui s'était ouverte à l'Est après leur avoir marché dessus, n'oublions jamais que les Allemands ont fait la guerre à tous les pays de l'Est, en 89 ont décidé de créer de la richesse de façon intelligente entre l'Allemagne et les pays de l'Est. Ça leur a profité. Aujourd'hui, c'est la première économie européenne, première puissance industrielle, et surtout l'Allemagne, c'est le premier partenaire économique de la Russie. Alors, Monsieur Gamal, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, sans risque de se tromper, ou alors cette question, est-ce qu'on peut parler d'un accord impossible ou alors d'un tournant historique?
Vous avez posé la question à qui? Je suis pas sûr. Je reste avec vous, Monsieur Gamal Abina. Ah, très bien. Accord impossible donc aujourd'hui ou alors Non, historique? l'accord n'est pas impossible, l'accord est garanti. Il n'y a aucune chance que l'accord n'aboutisse pas. La seule personne qui pourrait faire capoter cet accord, mais c'est une question de frontière, encore une fois. Est-ce que Poutine veut s'arrêter au-delà du Dniepr, du fleuve? Est-ce qu'il veut marquer la frontière par le fleuve, un peu comme l'Allemagne avec l'Oder et la Neiße? Ou est-ce qu'il va demander les territoires à l'ouest? C'est ça qui va se poser. Mais aujourd'hui, les clés de la décision sont russes. Elles ne sont pas, bon, elles viennent pas de cet acteur ridicule qui est Zelensky. Elles ne sont évidemment pas européennes parce que l'Europe n'a aucun poids, en dépit de cette espèce de tourbillon délirant qui est von der Leyen. Von der Leyen ne pèse pas en Europe. Elle pèse peut-être sur la Commission, mais elle ne pèse pas sur la décision de la politique extérieure européenne. Elle outrepasse ses prérogatives, on l'a bien compris. Mais non, la personne qui donne le là, c'est Poutine. La personne qui négocie avec Poutine, c'est Trump. Et Poutine va dire jusqu'où il va s'arrêter. Et une fois qu'il aura dit c'est ça ma décision, si Trump est OK, la guerre est réglée. Si vous coupez l'alimentation, vous savez une guerre comment ça se fait? Il faut trois éléments. Il faut des hommes bien évidemment déterminés, qui soient courageux et qui défendent leur territoire. Ça c'est légitime. Il faut des armes. Les armes ça coûte de l'argent, ça coûte cher. Et il faut un financement. Si vous n'avez pas de financement, pas d'armes et pas d'hommes, la guerre s'arrête. Si vous avez juste les hommes, mais pas d'armes et pas de financement, la guerre s'arrête. Si vous retirez les deux éléments principaux pour alimenter une guerre, en plus de l'idéologie qui est nécessaire, ça va de soi, et puis la guerre s'arrête. Aujourd'hui, je vous garantis que les Ukrainiens, ils pensent qu'à la paix, et je les comprends. Envoyés au casse-pied par Koursk, dans une bataille délirante qui rappelle la Seconde Guerre mondiale, avec cette fameuse grande bataille de chars, la plus grande bataille de l'histoire d'ailleurs de l'humanité, envoyés au casse-pipe des Ukrainiens à Koursk pour se faire massacrer par des Russes qui n'attendaient que ça, c'était un suicide délirant d'une population armée, mais faiblement armée, face à une Russie qui s'est régalée de broyer ses forces. Cette offensive ridicule qui rappelait l'offensive des Ardennes qu'on avait vue sous le nazisme. Donc c'est quand même dégueulasse d'avoir envoyé des jeunes à la mort au casse-pipe pour un dingo qu'on prétend être président, alors c'est un clown, hein, je veux dire, Zelensky n'est pas sérieux, et à qui on prête des qualités de courage alors qu'il est planqué derrière ses lignes. Hein. Donc il faut être très clair là-dessus. Je pense que la plaisanterie va bientôt s'arrêter. Je pense que les Russes ont déjà donné leur doléance aux Américains. Et je pense que tout le reste, c'est un accord qui, si les Russes l'acceptent, sera signé d'emblée. Quant aux Européens, ils se borneront à dire, finalement, amen, l'Amérique a choisi, la Russie a choisi. On n'a rien à dire. Alors, Monsieur Serge Petit-Demanche, au regard de ce sommet qui est attendu, tripartite Poutine, Zelensky, Trump, vers une paix mondiale, selon vous? Quel est votre regard? Monsieur Serge Petit-Demanche. Oui, vous m'entendez? Nous vous recevons. Vous m'entendez? Oui, nous vous recevons. Voilà. Allez-y. Voilà. Le président Trump hérite d'une situation pour le moins délicate, mais il est quand même et avant tout américain. Et ça, le patriotisme, ça ne se commande pas. Seulement, il a un lourd fardeau et ça va pas être évident. Et je pense notamment à ce lourd fardeau, je pense à 1947, lorsque le plan Marshall a été mis en place. Le plan Marshall devait aider donc les pays qui avaient été détruits par la guerre. Les deux premiers qui en ont bénéficié, c'est la France et l'Angleterre. La Russie, enfin l'URSS l'a refusé, mais on s'est très vite aperçu pourquoi le plan Marshall avait été mis en place. C'était soi-disant pour lutter contre l'avancée communiste. Seulement, personne n'a vu que les Américains, ce qu'ils ont fait, eh bien, c'est une hégémonie impérialiste du dollar avec la protection de l'armée, c'est-à-dire des bases américaines, plus de 800 réparties dans le monde entier, qui font quoi? Qui font tout simplement, qui protègent le dollar roi. Mais voilà ce qui se passe. Le dollar, on peut dire, c'est fini. Déjà, on l'a entendu il y a 3 semaines, un mois, l'Inde et la Russie traitent des affaires avec la monnaie courante. Le dollar est sorti. Ce qui fait que M. Trump, c'est un homme d'affaires, il doit quand même voir ça d'un œil un peu délicat. Mais je voudrais rajouter quelque chose, c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure la main levée pour M. Abina, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. En parlant de la Russie est l'un des 5 pays fondateurs des BRICS.
J'ai la charte qui lie les 5 premiers pays au départ. Elle est tout simplement magnifique. Elle est tout simplement magnifique. Et je prétends que le dollar s'amenuisant, un jour, les États-Unis viendront humblement frapper à la porte des BRICS. Alors, si entre-temps, on peut éviter, et là, je suis encore d'accord avec M. Avina, si on peut éviter des morts inutiles, il faut le faire. Parce que le peuple ukrainien, il est réduit en sang. Pas l'encenser, parce que bon, je ne fais pas... Il n'est pas mon président. Mais quelque part, beaucoup de Français disent, mon Dieu, si on avait un président comme ça, ce serait quand même pas mal. Donc, j'ai un petit peu de mal à m'avancer sur cette réunion tripartite. Moi, M. Zelensky, je ne veux pas le critiquer. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec M. Avina. C'est un ex-clown. Mais ça regarde le peuple ukrainien de l'avoir utilisé, tout en sachant très bien que ce type-là, il a été mis en place par la CIA. Il faut pas se voiler, hein, c'est clair. Hein. La CIA est partout derrière. Bon, Monsieur Zelensky n'est plus président. Monsieur Zelensky, mais il est corrompu comme c'est pas possible. On sait, il y a une liste qui est dressée de ces biens qu'il a acquis avec tout l'argent qui a été détourné avec l'aide de Madame von Leyen, donc de l'Union européenne, et notamment de l'argent français. Là encore, je le redis, je parle pour mon pays, je prêche, je balaye devant la porte de mon pays. Et si chacun fait pareil au sein de l'Union européenne, dans 2 mois, il n'y a plus d'Union européenne. D'accord. Où c'est très clair. Si la France s'en sort, c'est l'éclatement. Et ça va servir à d'autres. Monsieur Viktor Orban est complètement sur la même ligne que nous. Et j'irai même plus loin. On va parler du continent africain. J'ai des amis en Afrique. J'avais tout à l'heure Monsieur Pierre Langani, qui est mon conseiller pour le continent africain, pour Renaissance française, qui me disait, mais on va te poser la question concernant l'Afrique. Bien sûr, c'est normal, mais c'est exactement la même chose. Les peuples des anciennes colonies d'Afrique mènent le même combat que le peuple français contre l'oligarchie. Contre l'oligarchie qui commande, qui est corrompue et qui, bien évidemment, il faut dire le mot. Et je vais le dire ce soir, parce que beaucoup l'attendent, l'oligarchie franc-maçonne spéculative. Voilà. Ça, c'est la position du peuple français, on peut le dire maintenant. Je peux le dire. Malgré certains, donc que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas entamer de polémique, c'est complètement stérile. Mais certains qui surfent sur le haut de la vague et qui font de l'information, qui exercent le métier que devrait exercer le journaliste qui est payé 40 000 € par mois. Voilà. Ils informent. Mais pour donner des solutions, il n'y en a pas. Renaissance française est le seul à apporter une solution et à mettre sur la table le fait de non-constitution. La France n'est pas au sein de l'européenne, elle n'a rien à y faire, elle n'est pas concernée par le problème ukrainien. Ce qui n'empêche pas d'aider un pays. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas... La preuve, c'est que je viens de déposer un dossier. J'ai été 15 jours à Moscou. Les 15 derniers jours de janvier, j'étais à Moscou volontairement. J'ai déposé un dossier dans les services de M. Lavrov, ministère des Affaires étrangères, comme vous le savez, et à l'attention de M. Piotr Tolstoï, qui est le vice-président de la Douma. Évidemment, M. Petit-Demange ne compte pas beaucoup dans le conflit ukrainien avec la problématique que rencontre la Russie. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'en Russie, rien ne se perd. Et je sais qu'un jour, nous serons écoutés. La réunion tripartite, honnêtement, si je m'engage, c'est comme si j'acceptais certaines choses. Et je ne les accepte pas. Nous ne sommes pas au sein de l'Union européenne. Nous approuvons complètement ce que fait M. Poutine, puisque dès le départ, nous savons que c'est sur la violation d'un accord que le conflit est né. Ce qui veut dire qu'en raisonnant basiquement, s'il n'y avait pas eu cette violation, il n'y aurait pas de conflit aujourd'hui, en gros. Alors je ne dirais pas qu'il n'y aurait pas des petits conflits comme ça existe depuis la nuit des temps. Mais à ce niveau-là, il n'y aurait pas eu de guerre. Il n'y aurait pas eu de guerre. Voilà. Merci pour votre intervention. Professeur Achileke, un accord de paix en cours, un signal fort pour le continent africain?
Professeur Achileke, vous avez la parole. Ce serait intéressant que, n'est-ce pas, cette guerre s'arrête. Je pense que ça va permettre, n'est-ce pas, de voir clairement, n'est-ce pas, la nouvelle carte du monde et de voir comment les différentes parties du monde vont interagir. Moi, je pense que le conflit ukrainien, s'il vient à s'arrêter, eh bien, ça fera des problèmes pour les Européens, parce que les Européens ont des réalités très patentes, très criardes, qui vont se révéler. N'est-ce pas? Les leaders n'auront plus des excuses pour aller camoufler leurs échecs économiques, leurs mauvaises décisions par rapport, par exemple, au pétrole russe qu'ils ont abandonné. Par rapport aux tarifs, par rapport aux concessions sur le plan tarifaire avec, n'est-ce pas, les États-Unis, qui les obligent à tout acheter, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et donc tout ceci va se présenter en face d'eux. Et je pense que les leaders comme Macron ne veulent pas que ça s'arrête de sitôt, parce que c'est très beau. Ça leur donne une bonne excuse pour passer encore 2 années avant de partir, et il aimerait passer la patate chaude à quelqu'un d'autre pour ne pas être responsable, n'est-ce pas, de pas être rendu responsable de ce qui est arrivé, et pour le nouveau leader qui arrivera, de blâmer Macron pour tout ce qui est arrivé, et donc finalement personne ne va payer le prix. Vous voyez, c'est-à-dire un peu comme Biden et Trump font d'habitude. Quand Biden était là, il a indexé Trump, il a même condamné Trump, etc. Et puis maintenant, Trump arrive, il fait la même chose à Biden, et voilà. Donc c'est un petit peu ce jeu-là que je pense que les Européens voudraient faire. Et donc ils voient très mal, n'est-ce pas, la fin de cette guerre en Ukraine. Et donc, alors pour les pays africains, eh bien, tout simplement, il faudrait que les Africains prennent leur avenir en main. Moi, je pense que s'il y a une chose positive qu'il faut prendre de cette guerre, c'est que pendant que les Européens et les Américains s'occupent avec cette guerre en Ukraine, eh bien, les Africains, pour certains pays, n'est-ce pas, les pays de l'AES notamment, et plusieurs pays, on parle de Namibie, on parle du Botswana, plusieurs pays commencent à se détacher de plus en plus, de façon plus aisée, de leurs relations paternalistes avec les pays européens, et donc prennent des décisions courageuses sur le plan, notamment sur le plan économique. Et donc ça permet donc aux Africains de pouvoir véritablement se prendre en charge, et de savoir qu'effectivement, n'est-ce pas, le fait que la guerre en Ukraine a pu occuper ces pays-là dans une situation à la fois économique, militaire et politique, eh bien, ça leur a donné l'opportunité, ou plutôt une opportunité de pouvoir saisir, n'est-ce pas, leur liberté nouvellement acquise pour pouvoir transformer leurs États, transformer les pays, et même signer des accords de partenariat économique avec des pays avec lesquels ils ne pouvaient pas le faire par le passé sans l'accord, n'est-ce pas, de ces pays colonisateurs que sont ces pays européens. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne chose pour l'Afrique si l'opportunité est saisie, mais davantage, je pense que les Européens ne veulent pas que cette guerre cesse parce qu'ils ont peur, n'est-ce pas, d'affronter n'est-ce pas, la réalité économique et leur peuple qui vont demander des comptes, n'est-ce pas, pour tout cet argent qu'ils ont déversé à l'Ukraine pour rien, sans résultat. Alors, nous venons de paître le professeur Achileke, peut-être pour qu'il nous revienne très rapidement. Monsieur Gamal Abina, nous parlons donc des répercussions sur le continent africain. Sur le plan géoéconomique, quelles sont réellement ces implications pour le continent africain, il faut le dire. Monsieur Gamal Abina, vous avez la parole. Peut-être vérifier votre micro s'il est ouvert. Alors, le temps de permettre à nos différents intervenants
de nous retrouver. Vous avez très bien suivi, hein, chers téléspectateurs. Voilà. Allez-y. OK. Oui. Professeur, allez-y. Juste après vous, monsieur Gamal. Oui, merci. Donc, je disais que, alors, j'ai posé la question, qu'est-ce qu'elle pensait à la dame, qu'est-ce qu'elle pensait de la guerre en Ukraine? Elle m'a dit qu'ils vont prendre les armes et ils vont lutter pour se défendre. Et moi, je lui posais la question, est-ce que vous pensez qu'en faisant cela, vous allez gagner cette guerre face à l'Ukraine? Elle m'a dit oui, on va la gagner. J'ai dit, écoutez, j'aimerais vous retrouver ici dans 1 an et j'espère que vous n'aurez pas perdu des hommes pour rien et perdu du territoire. Vous voyez. Et donc, ce sont des choses comme ça que les gens décident parce que apparemment les Européens les ont soutenus pour X, Y raison. Mais on sait effectivement que la CIA, les Européens, enfin les États-Unis étaient derrière tous ces coups et tout cela. Alors, moi, je pense que pour répondre à votre question, l'Afrique devrait se débarrasser de tout ce carcan colonial qui l'empêche de pouvoir se développer. Et surtout qu'en ce moment, tous ces pays européens sont très faibles économiquement et donc n'ont plus le respect, n'ont plus la capacité de pouvoir, n'est-ce pas, les dominer comme ils le faisaient par le passé. Alors, je reste avec vous, professeur Achille Ekeu. Allô? Oui, professeur. Là, très rapidement, à créer leur propre monnaie et commencer à faire des transactions avec tous ces pays des BRICS avec leur propre monnaie, ce qui serait plus intéressant au lieu de passer par le Trésor français à travers le franc CFA. Voilà. Merci beaucoup, professeur, et je reste avec vous pour parler maintenant des répercussions sur le plan géoéconomique pour le continent africain. Comment l'Afrique doit justement bénéficier ou alors jouir même de d'un véritable cessez-le-feu ou alors d'une paix robuste entre la Russie et l'Ukraine. Alors le professeur Achille Ekeu, on vient encore de le perdre fort malheureusement. Monsieur Gamal Aguinal, cette question également vous est posée. Les répercussions sur le plan géoéconomique de cet accord de paix en cours. Ceci pour le continent africain. Malheureusement, on vient encore de perdre Monsieur Gamal Abina. Oui, allez-y. On vient encore de perdre nos invités. Peut-être la réalisation met tout en marche pour permettre aux différents intervenants. Du côté de la réalisation, tout est OK. Peut-être quelques soucis de liaison entre nos invités et la réalisation. On va peut-être permettre à monsieur Sylvain Takoué d'intervenir sur cette question même. Paix ou illusion, sommet de tous les risques, accord impossible ou alors tournant historique. On donne donc la parole à monsieur Sylvain Takoué qui est écrivain et on vous retrouve juste après. Sommet de tous les risques, paix ou illusion. À cet effet, 4 questions m'ont été posées auxquelles je vais donner réponse maintenant. Premièrement, vous demandez quelles sont les implications géostratégiques de ce sommet tripartite. Mais il ne faut pas se voiler la face. Le sommet d'implication géostratégique de ce sommet tripartite. Mais il ne faut pas se voiler la face. Le sommet tripartite qui va réunir le président américain Donald Trump, le président russe Vladimir Poutine et
le dirigeant de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, n'a pas d'autre but que de mettre durablement fin à la guerre russo-ukrainienne qui a duré 3 ans consécutifs. Mais aussi, et surtout, faire corps et âme adhérer Zelensky à cette nécessité de la pacification. Notamment, le voir accepter qu'il a perdu la guerre à laquelle il croyait aveuglément, qu'il a perdu des territoires qui redeviennent russes et qu'il a perdu le rêve de faire entrer l'Ukraine au sein de l'OTAN. Voilà. À cette grande question, vous me demandez quelles sont les garanties de sécurité pour Kiev. Mais le président Trump l'a dit lui-même au sommet d'Alaska. Les garanties de sécurité pour Kiev seront le fait des pays de l'OTAN. Ce sont eux qui ont entretenu ce conflit inopportun. Il faut maintenant en payer l'addition. Ils ne vont pas compter sur les États-Unis d'Amérique pour cela. Ce qui veut dire en clair que si ces pays de l'OTAN doivent déployer des militaires de chez eux pour assurer la sécurité de Kiev, ceux de l'armée américaine n'en feront pas partie. Le président Poutine a aussi bien fait comprendre cela à son homologue américain au sommet d'Alaska. Et vous demandez aussi que dire des éventuelles concessions territoriales. Mais ce qui devra maintenant être accepté par l'Ukraine, c'est la modification de sa frontière terrestre. La réalité militaire du terrain, c'est que des territoires sont maintenant passés sous la main russe. Le Donbass, la Crimée, etc., qui sont des territoires russophones, redeviennent des territoires entièrement russes. Zelensky, s'y fera-t-il? On attend de voir. Est-ce illusoire de le voir accepter ce fait? On attendra aussi de voir. Car d'un côté, la Russie tient ce territoire pour acquis et comme l'une des conditions sine qua non de la paix. Et de l'autre côté, poussé dans le dos par ses soutiens de l'OTAN, comme toujours, Zelensky semble encore faire de la résistance, alors qu'il voit très bien que tout espoir de continuer cette résistance est perdu. La dernière question que vous me posez, vous demandez quel signal fort au continent africain. Une chose simple, le réveil des esprits en Afrique. Je veux dire que l'Afrique voit aujourd'hui de ses yeux que l'échiquier mondial se redessine. D'un, l'Amérique et la Russie, à travers le récent sommet d'Alaska, se mettent à l'équilibre. L'équilibre des forces. Les puissances se respectent entre eux. La stabilité du monde redevient une réalité. Et de deux, l'Europe qui piétinait autrefois l'Afrique jusqu'à aujourd'hui est défaite face à plus puissante qu'elle, c'est-à-dire la Russie et l'Amérique. Donc l'Afrique devra maintenant comprendre qu'elle doit être une autre puissance mondiale pour compter aussi sur la scène du monde. Il suffit d'assumer pleinement la souveraineté africaine et le panafricanisme. Une fois que cela se fait, l'Afrique ne sera plus la chose ni la chasse gardée de l'Europe ou même de l'Amérique. Voilà le fait. Alors, vous venez d'écouter, chers téléspectateurs, l'intervention de M. Sylvain Takoué, qui est écrivain, président de la Fondation Russie Monde. Il parle donc d'un réveil des esprits en Afrique et que l'Afrique doit véritablement se positionner comme une puissance mondiale à travers sa souveraineté. Monsieur Gamal Abina, une question que je vous ai posée peut-être avant qu'on ne vous perde tout à l'heure. Quelles sont, selon vous, sur le plan géoéconomique, les répercussions ou alors les retombées de cet accord de paix, si en fin de compte, cela est conclu? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que sur le plan géoéconomique, donc c'est le rapprochement évident, enfin la tentative de séparer les Russes des Chinois. Il y a toujours cette histoire des nouvelles routes de la soie. Donc c'est un objectif de Trump, parce que Trump a un problème avec la Chine depuis le début, depuis son premier mandat. Trump voit les choses comme étant un homme d'affaires. C'est un homme qui réfléchit, finance.
Le mouvement isolationniste MAGA, c'est pareil. Make America Great Again, c'est faire en sorte que l'Amérique redevienne une grande puissance économique et hégémonique. Et le fait de se rapprocher des Russes, c'est pas si inintéressant. Puisque le gaz, le GNL américain coûte 4 fois plus cher, on le sait. Donc c'est pas forcément un concurrent intéressant pour les Américains, les Russes, puisqu'ils ont le marché européen. Si on réouvre Nord Stream 1 et 2, bah, les produits américains ne sont pas vendus. Mais par contre, ils parlent le même langage. Conférence de presse, on parle d'abord de la guerre, ensuite on parle immédiatement des investissements, des 300 milliards de pertes des entreprises américaines en Russie, de la possibilité de converger sur la question du pétrole et du gaz, parce que le coût et le prix du pétrole et du gaz a une importance stratégique pour Trump. S'il veut exploiter le gaz de schiste et le pétrole de schiste, il faut que le pétrole soit suffisamment cher et le gaz suffisamment cher pour que le coût d'exploitation du pétrole et du gaz de schiste soit rentable. Donc tout ça, il y a une convergence d'intérêts qui paraît pas clair au départ. On peut penser que les Américains veulent vendre du gaz et du pétrole en Europe, mais ils ont besoin aussi de beaucoup d'énergie pour leurs propres industries. Ensuite, l'autre aspect, c'est que les Américains ont bénéficié à plein des délocalisations d'entreprises allemandes vers les États-Unis, pour des raisons évidemment de coûts énergétiques et de coûts de salariaux. Mais l'autre aspect, c'est de se dire que si la guerre s'arrête, il y a déjà, pour l'Amérique, un plan de reconstruction faramineux ukrainien. Les 20% du Donbass, c'est pour les Russes. Les 80% qui restent, c'est certainement pas Bouygues qui va s'en occuper. Ce seront les entreprises américaines. Ensuite, il y a le coût du réarmement de l'Europe. L'Amérique est intéressée par ça, parce que créer les conditions de la peur, ça permet de créer les conditions de la vente d'armes records. On voit ce qui se passe au Moyen-Orient, où les États-Unis alimentent la guerre largement, on le voit bien, et bénéficient à plein de l'achat d'armements américains par les pays du Golfe, le Conseil de coopération du Golfe, où il est reparti avec une ardoise de 2000 milliards de dollars. Alors qu'il y a 4 ans, c'était 600 milliards à l'Arabie. Donc vraiment, le coût de la guerre est surtout un profit pour les Américains. Mais n'oublions jamais que l'Amérique a toujours fonctionné comme étant un investisseur dans la guerre. La guerre lui a profité dans un premier temps, la Première Guerre mondiale, 14-18, ça lui a profité parce qu'il arrive en bout de course en 17, une fois que tout le travail est déjà fait par les Français et les Anglais. Et effectivement, ça lance son industrie militaire, qui était très faible. L'Amérique avant 14-18, c'était rien, c'était un pays de paysans. Ensuite, 39-45, donc on a passé 29 où il y a une crise économique aiguë que l'Amérique va exporter au monde. Il y a donc une dégradation des conditions économiques aux États-Unis, une catastrophe économique. Et Roosevelt débarque avec puis 2, puis 3 mandats, avec ce qu'il appelait le New Deal, donc un plan de relance économique qui était basé sur la relance des grands travaux. Il avait copié en cela d'ailleurs les nazis. Mais ce New Deal est un semi-échec. Il n'absorbe que la moitié des chômeurs, ne règle pas les problèmes de questions économiques et ne relance pas l'économie de façon frontale. Ce qui relance l'économie des États-Unis, c'est d'abord l'entrée indirecte en guerre, parce qu'ils commencent à soutenir l'Angleterre, mais surtout en 1941, une fois que les Japonais vont attaquer à Pearl Harbor, c'est l'entrée totale en guerre avec une économie de guerre qui nécessite quoi? D'utiliser toutes les grandes industries minières, d'extraction, de transformation, pour alimenter effectivement la construction de bateaux, d'avions un record de construction d'armement comme jamais on a vu. Donc l'intérêt pour les États-Unis, c'est que les économies de guerre leur rapportent, pas sur leur territoire, pas en étant acteur direct, mais en étant acteur indirect, vendeur d'armes, car c'est un très grand vendeur d'armes. Et évidemment, ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine déjà, avec les drones Shahed iraniens, ça a traumatisé les Américains qui s'y attendaient pas. Ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran a été une claque comme jamais en a pris l'Amérique, parce que l'armement de haute technologie américaine ne savait rien devant. Il n'y a que 3 pays qui maîtrisent l'hypersonique. La Chine, la Russie et l'Iran, qui en donnent d'ailleurs aux Houthis. Eh bien, ça a été un choc pour les États-Unis qui voient qu'ils ont un retard très lourd sur les missiles de longue distance hypersoniques, qui sont à portée de cible d'ailleurs des missiles russes, maintenant les Américains le savent. Et donc tout ça fait que maintenant les Américains ont besoin de parier sur l'armement, mais pour lancer une politique de l'armement, il faut vendre des armes. Donc ils vont bénéficier du marché européen, les Allemands vont déjà acheter pour 100 milliards avec d'autres carnets de commandes bien remplis, les Français vont certainement acheter de l'armement français, peut-être, on n'est pas sûr, vu la façon dont on a flingué l'économie française, mais surtout le reste de l'Europe va acheter l'armement américain, comme les pays de l'Est d'ailleurs, pour l'essentiel. Et donc, le Moyen-Orient, marché américain, le marché européen est acquis aux Américains, et le marché asiatique, avec Taïwan particulièrement, et le Japon, sans parler de la Corée du Sud, sont acquis aux Américains. Donc oui, les Américains ont intérêt à la paix en Ukraine, parce que les conditions de vente des armes sont déjà installées. C'est plus un problème pour eux. Parce que quand ils parlent russe, ils parlent le langage du pétrole et du gaz. Ils produisent tous les deux du pétrole et du gaz. Parce que la Russie reste, quoi qu'on en dise, la première réserve de gaz au monde, devant même l'Arabie. Donc c'est vous dire un peu la puissance de la Russie. On ne se rend même pas compte. Personne n'a su évaluer, comme un pauvre ignorant comme Bruno Le Maire, n'a évalué la puissance monumentale
que représente la Russie en économie. C'est-à-dire que c'est une économie qui était très peu industrielle sur le plan de ce qu'on appelle la petite industrie, l'industrie d'équipement comme ça du marché privé, mais qui par contre sur l'industrie lourde et sur les industries militaires était surperformante. Elle l'a démontré d'ailleurs sur cette guerre en Ukraine. La Russie est surperformante sur l'extraction et surperformante en termes de richesses révélées et peu exploitées. Aujourd'hui, ils ont exploité leurs richesses et ça leur profite. Donc les Américains parlent le même langage, c'est le langage de l'argent, c'est le langage des intérêts économiques convergents ou divergents parfois, c'est le langage des intérêts militaires, on voit bien que les Américains sont intéressés par ce qui se passe en Russie, et surtout c'est le fait de dire, voilà, chacun son précaré, nous soutenons certains, vous soutenez d'autres, et tout le monde prend de l'argent. Donc l'intérêt géoéconomique, il est là. Maintenant, on va parler des dégâts. L'Ukraine est un pays qui est sous, c'est un peu comme l'Allemagne de la Première Guerre mondiale, du traité de Versailles, qui devait payer une dette jusqu'en 90, c'est un pays qui est complètement asphyxié économiquement. C'est-à-dire qu'être ukrainien aujourd'hui, c'est quasiment un suicide économique. C'est un pays qui va avoir ces terres noires, ces fameuses terres arables, très riches pour l'exploitation du blé, confisquées par les grandes sociétés américaines, le Blackwater et autres. C'est un pays qui verra un endettement abyssal, parce que maintenant la dette est déjà signée, elle est actée. Et un pays qui va devoir reconstruire, donc à nouveau s'endetter. Donc c'est un pays dont on peut dire que l'avenir est oblitéré pour 100 ans. Ensuite, les Européens n'ont pas bénéficié de cette guerre, et ça a été un impact négatif. Il suffit de voir le coût de l'énergie pour tous les foyers européens qui a explosé littéralement. Donc tout le monde a été impacté par cette guerre inutile. Et les Américains qui sont bien protégés, bien planqués derrière, ils en profitent. Donc j'ai envie de dire que l'Amérique a toujours été le grand gagnant des guerres. Première, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Ukraine. La Russie sera gagnante aussi malgré tout. Les grands perdants, c'est l'Europe et l'Ukraine. Et je reste encore avec vous, Monsieur Gamal Abina. Pour conclure, en essayant de résumer vos propos, les Africains doivent se réjouir de cette démarche entreprise, de ce futur sommet. Alors oui, tout à fait, parce que les Africains, d'abord, il y a tout un tas d'Africains qui ont de très bonnes relations avec la Russie, on le sait. Ils ont refusé de suivre les recommandations de l'OTAN et puis de l'ONU. Ensuite, et surtout, parce que les Africains ont des bonnes relations avec la Russie, on le sait, par rapport au Mali avec Wagner, pour prendre l'exemple du Mali. D'autres pays africains qui ont des relations directes avec la Russie très, très appuyées. Ils ont aussi de bonnes relations avec l'Ukraine. Les gens ne se rendent pas compte que l'Afrique et l'Ukraine, ça se passait bien parce que l'Ukraine vendait beaucoup de blé aux Africains. Et qu'ils n'avaient pas de raison d'avoir de mauvaises relations en vérité, même si c'est un adversaire d'un partenaire, ça reste quand même un partenaire. Et surtout parce que le coût du pétrole et du gaz va augmenter certainement, le coût du blé va baisser, donc c'est intéressant pour l'Afrique, et le redéploiement des forces par rapport à l'OTAN et par rapport à tout un tas de forces internationales, ce fameux monde multipolaire, profitera à plein à l'Afrique parce qu'aujourd'hui le marché africain, c'est pas un marché confisqué. Néocolonialiste, de gens qui vous tiennent une économie qui ne se développe pas. Je prends l'exemple du Niger, c'est un pays très riche en uranium et très pauvre en énergie, ce qui est quand même pas normal. Eh bien, cette question-là va être réglée parce que les pays vont se mettre en concurrence par rapport au marché africain et les Africains pourront choisir des partenaires sérieux et solides qui vont travailler avec eux en bonne intelligence pour créer ce qu'on appelle les conditions de développement et le win-win, le fameux win-win dont on parle tout le temps, qu'on voit très peu. Donc la Chine est déjà en place, les Turcs sont très bien placés, les Russes commencent à se positionner, ils font des sommets en cascade, je crois que c'est le 7e sommet Russie-Afrique, les Américains sont au 3e sommet, tout le monde date son sommet Russie-Afrique, enfin tel pays Afrique, pourquoi? Parce que d'abord l'Afrique est le plus grand continent de la Terre, il faut le rappeler, même si les cartes ne le disent pas, les cartes sont fausses. Ensuite l'Afrique est le continent le plus riche de la Terre, sous-exploité, et l'Afrique a des points de croissance depuis 20 ans à 5%. C'est un continent qui a une croissance phénoménale à développer, s'ils le font bien, bien sûr, il ne faut pas tomber dans le piège de la destruction de l'écosystème. Donc le bénéficiaire principal, c'est l'Afrique. Parce que les pays qui se font la guerre aujourd'hui vont commencer à séduire les Africains. Et l'inquiétude que je conserve malgré tout, parce qu'il faut quand même rester très vigilant, il n'y a pas de guerre en Amérique, du Nord comme du Sud, plus de guerre. Il n'y a plus de guerre en Asie, même si on tente un petit peu avec Taïwan, mais on n'y arrive pas. Il n'y a pas de guerre en Europe, l'Ukraine étant un accident prévu malheureusement. Mais il y a des guerres en Afrique, parce que c'est les enjeux qui sont là-bas. Et ces guerres sont alimentées de l'extérieur. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que l'Afrique redevienne, comme ça a été pendant la guerre froide, un théâtre d'opération des blocs de l'Est contre les blocs de l'Ouest. Que ça devienne un grand échiquier dans lequel on va sacrifier les pays. Je rappelle quand même qu'on a détruit totalement la Somalie, qu'on a détruit totalement le Soudan, qu'on a détruit contre les blocs de l'Ouest. Que ça devienne un grand échiquier dans lequel on va sacrifier les pays. Je rappelle quand même qu'on a détruit totalement la Somalie, qu'on a détruit totalement le Soudan, qu'on a détruit totalement la Libye, qu'on a détruit totalement la RDC, même s'il y a un accord de paix assez bidon qui a été fait, on espère que ça va aboutir, qu'on a détruit la plupart des pays sahéliens uniquement parce qu'on est venu piller leurs richesses. C'est ça.
qui doit faire peur aux Africains. Être très vigilant, ne pas tomber dans le piège. Par exemple, j'entends beaucoup de tensions entre, par exemple, qui est tenu par la France, comme la Côte d'Ivoire, et j'ai dit tout le temps à nos frères africains, ne tombez pas dans le piège. Les Ivoiriens sont vos frères. Le dirigeant, vous ne l'aimez pas, mais le peuple, si. Il ne faut pas tomber dans ces pièges-là. On doit rester unis, même si on n'aime pas les dirigeants. C'est pas l'important. Le plus important, c'est que les peuples s'entendent entre eux et continuent à commercer entre eux. Donc c'est ce qui, effectivement, doit être une inquiétude qu'on ne doit pas perdre de vue. Mais pour le reste, effectivement, on a tout intérêt à voir la fin de cette guerre pour le profit de l'Afrique. Merci pour votre intervention. Alors, M. Serge Petit-Desmanches, vous avez très bien suivi l'analyse ou alors la grille de lecture de M. Gamal Abina à ce sujet. Les Africains devraient donc se réjouir de cet accord de paix, du moins d'un cessez-le-feu entre ces deux États, la Fédération de Russie et l'Ukraine. Mais il faudrait que le continent africain, du moins les Africains, doivent avoir une position assez rigoureuse, assez stricte, pour ne plus, ou alors ne pas être le théâtre dans des opérations entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Je reprends ici les propos de M. Gamal Abina. Alors, selon vous, quelle doit être la proposition des Africains sur la scène mondiale au regard de cette actualité? Madame Capen, merci. Depuis quelques années, exactement depuis 2018, on a développé, quand on dit on, je suis à l'origine de cela, un principe qui est très simple, c'est la véritable souveraineté du peuple. Je veux dire par là que un État n'a pas à tout savoir sur ses citoyens, mais les citoyens doivent tout savoir sur l'État. C'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a différents moyens de pression, des menaces, enfin bref, des moyens coercitifs qui font que... Et puis le peuple a quand même été un petit peu craintif. Nous disons la chose suivante. À partir du moment où le quatrième pouvoir, dont j'ai l'honneur d'être le créateur et que j'ai fait protéger, et par un copyright, et dont je suis le propriétaire intellectuel, ce quatrième pouvoir aura la possibilité de contrôler les trois autres pouvoirs, mais aussi sera contrôlé par eux. Mais il aura autorité totale et coercitive si le cas s'avère nécessaire pour agir. Je veux dire par là qu'à partir du moment où le peuple aura son mot à dire, mais réellement, je dis bien, et non pas par la voie du référendum, comme c'est la Constitution, ou par l'intermédiaire de ses représentants, parce que comment peut-on dire qu'un peuple est souverain s'il est souverain au travers ou par rapport au référendum ou à ses représentants au Parlement, il n'est pas du tout souverain, lui. D'ailleurs, on voit bien ce qui se passe. Nous allons proposer, et j'en ai déjà parlé donc à mon conseiller, Pierre, on va dire, pour proposer justement à chaque pays qui le veuille, ça a été signé dans la Charte mondiale des peuples libres souverains, dont je suis aussi à l'origine, avec le général Antonio Papalardo, qui est le président du mouvement de libération d'Italie. On a signé cette charte le 12 janvier 2019 à Rome. Est inclus dedans le quatrième pouvoir souverain du peuple, et on n'imagine pas un peuple accepter. Quand on regarde bien, si les dirigeants, si l'oligarchie plutocratique au pouvoir prend ses décisions, mais s'ils sont au pouvoir, est-ce qu'on demande à demander au Parlement, au peuple, son avis concernant l'implication de la France au sein de l'Union européenne? Le conflit ukrainien, pardon. Non. Donc, avec l'avènement du quatrième pouvoir qui sera inscrit, je vous le dis, je ne sais pas quand, la grande inconnue c'est quand, mais qui sera inscrit dans la prochaine Constitution française, et j'espère que ça fera tache d'huile, je le redis, aucun peuple n'acceptera de déclencher une guerre contre un autre peuple. Le peuple doit tout savoir de l'État, et non pas l'État n'a rien à savoir du peuple. Donc c'est le peuple qui est réellement souverain, et le mot souverain prend là toute sa splendeur, toute son importance, toute sa puissance. Ça ne sera pas facile.
Ce ne sera pas facile. Mais c'est la seule, à mon sens, c'est la seule issue pour ne plus jamais avoir de guerre, des guerres fratricides, des guerres, une guerre est toujours atroce. Oh, il y aura toujours des conflits qui seront surtout d'ordre économique. On voit bien que M. Trump, quand ça ne va pas, il augmente les droits de douane, comme si les droits de douane pouvaient tout solutionner. Non, 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 non. Il y a une autre marche. Et c'est là où j'apprécie ce qu'il fait avec le président Poutine. Normalement, ça devrait aboutir. Normalement. Mais je reste persuadé que tant que le peuple n'aura pas son réel mot à dire, nous continuerons de trouver des situations aussi débiles, parce qu'il faut le dire, débiles, conduites par des hommes, par des gens irresponsables, par des gens qui ne pensent qu'à s'enrichir, par des escrocs, par des corrompus, par des lâches, et ça n'est plus tolérable. Nous, à Renaissance française, nous venons de dire stop. Vous savez tout, Madame Capen. Alors, c'est tout ce qu'on attendait. Hein. Vous avez conclu sur une note assez positive et optimiste. Le fait qu'on aura encore l'occasion de bénéficier justement de vos analyses assez pointues, profondes, pertinentes. Professeur Achille, que vous avez la parole. Nous sommes en train de refermer ce programme. Est-ce que vous m'entendez en studio? Nous vous recevons, professeur. Voilà. Oh, excellent, excellent, merci. Oui, en fait, je pense que les Africains doivent profiter, n'est-ce pas, de cette période pour, n'est-ce pas, comment dire ça, pour s'affranchir, si le terme est approprié ici, pour s'affranchir de cette domination européenne qui a duré près de 700 ans. Et qui continue à traumatiser l'Afrique, à traumatiser ses populations. Et donc, profiter de cette période où l'économie européenne est à terre, l'Europe en général, et l'Occident en général, on va dire, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan social, sur le plan moral même, et en déclin complet, total. Et pour expliquer ceci, on va regarder par exemple le sommet entre le président Poutine et le président Trump, qui a démontré que le président Poutine est vraiment le leader moral, l'homme que, n'est-ce pas, l'Afrique observe et apprécie énormément par rapport à ses valeurs humaines, par rapport à ses valeurs sociales, par rapport à ses valeurs religieuses, etc. Et qui conviennent véritablement, n'est-ce pas, aux valeurs de l'Afrique. Donc, moi, je pense qu'on peut avoir des partenariats bien plus solidifiés avec avec un pays comme la Russie pour nous aider à nous débarrasser, n'est-ce pas, de ce carcan colonial qui nous empêche n'est-ce pas, de nous exprimer, de nous industrialiser, de faire ce que nous voulons pour notre peuple. Voilà, donc je pense que on peut profiter de cela parce que j'entends des gens qui disent toujours que on part d'un maître pour aller vers un autre. J'ai entendu ça plusieurs fois et moi je ne sais pas pourquoi les gens disent cela. Il s'agit d'un moyen de pouvoir arriver à ses fins et je pense que en travaillant avec les Russes, les Chinois et d'autres pays qui peuvent nous aider, notamment sur le plan militaire, sur le plan de l'organisation sociale, sur le plan des financements des projets, etc., dont nous avons besoin et dont l'Europe n'est plus en capacité de le faire, eh bien, il faut aller là où on peut nous aider. Alors, ceci n'est pas, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, faire le lit, pour créer encore des accords coloniaux avec ces pays-là, avec le pays, avec la Russie, la Chine, etc. Non, c'est pour trouver les moyens d'avoir des partenaires qui vont nous aider à arriver à notre fin. Donc, nous devons donc capitaliser sur ces relations-là, capitaliser sur la situation actuelle dans le monde, qui est très favorable à l'émergence d'une Afrique puissante, d'une Afrique, n'est-ce pas, dont tout le monde rêve, n'est-ce pas, de son retour, n'est-ce pas, sur la scène mondiale, après plusieurs centenaires de disparition dues à, n'est-ce pas, à la colonisation, l'esclavage, etc., dont on connaît exactement les dégâts que ça a causé pour l'Afrique. Donc, pour conclure, merci infiniment pour l'invitation, Madame Capen. Ça a été un plaisir d'être pour la première part, depuis le retour de Afrique Média, n'est-ce pas, faire partie de ce débat. Et je pense que ce ne sera pas la dernière. Donc, j'espère pouvoir retrouver votre public plus tôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Restez scotché sur Afrique Média. Des rendez-vous encore inédits, mais surtout le décryptage pointu de l'actualité vous attend. Merci et à très vite pour notre rendez-vous du savoir. Au revoir.